Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre JT. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 18 janvier. J-1 avant le 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Un hommage sera rendu à son créateur, le prince Régnier III. Dans quelques instants, la présidente de l'événement, la princesse Stéphanie, sera notre invitée. L'orchestre philharmonique s'associe également à cet hommage avec un concert jeune public relatant l'histoire en musique d'un artiste de cirque. Dans ce journal également, la semaine du goût en principauté, vue depuis les cantines scolaires. Enquête ce soir sur ce que mangent vos enfants à la cantine. Peace and Sport garde le cap en 2024. L'organisation qui promeut la paix par le sport a dévoilé ses grandes actions en cette année olympique. Et puis restez bien avec nous, car à la fin de ce JT, nous recevrons la journaliste Isabelle River. Avec elle, nous décrypterons l'actualité au Danemark, où la dernière reine souveraine régnante au monde a fait le choix d'abdiquer. Plus que quelques heures avant de vivre le coup d'envoi du 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Vous avez pu suivre sur notre antenne les dernières répétitions. Les artistes sont fin prêts pour offrir le plus merveilleux des spectacles, celui qui fait la réputation mondiale du festival. Pour parler de cet événement à résonance particulière, Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, est avec nous en duplex depuis le chapiteau de Fontvieille. Bonsoir Altesse, c'est une année très importante puisqu'il y a un double jubilé, l'hommage à votre papa à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance et les 50 ans du festival. Mais on célèbre aussi la belle santé du cirque, son dynamisme et le fait qu'il reste un art bien vivant. Oui, je pense que c'était important. En fait, le calendrier a bien fait les choses. On fête les deux anniversaires en même temps. Et c'est un hommage au prince Régnier qui, sans lui, le cirque ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et surtout le festival. Le cirque a retrouvé haut la main ses lettres de noblesse et Monaco est devenu la capitale internationale du cirque. Et donc donc ce festival, il est plein d'émotions, plein de nouveautés, plein de belles choses. On a fait les choses en très très grand. Et voilà, et on clôture en même temps cette année de centenaire qui était riche en émotions et ce festival le sera aussi. On peut croiser dans les coulisses de ce festival, et c'était une volonté de votre part, des personnalités qui étaient là aux côtés de votre père lors de la création de ce festival, le docteur Frère, les familles Grus et Bouglione. On peut dire du prince Régnier III qu'il a sauvé le cirque à un moment où cette entité artistique était menacée. Oui, vraiment, il l'a sauvé. Il a fait ça pour sauver les arts du cirque. Et c'est pour ça que les grandes familles de cirque l'ont suivi dans ce projet, parce qu'ils avaient vraiment besoin que le cirque ait une autre image et que voilà, sont considérés comme de la culture. On peut le voir dans l'exposition que le prince Régnier s'est battu pour que le cirque soit reconnu comme à part entière partie de la culture et de notre patrimoine culturel. Et moi, je me battrai pour que ça soit ainsi, ça reste comme ça. Et c'est certain que si le prince n'avait pas créé le festival en 1974, le cirque ne serait pas où il est aujourd'hui. Vous avez organisé samedi en préambule une grande parade et un open-air circus show. La place du Palais était noire de monde. Cet engouement du public, il est très révélateur et plein d'espoir pour la famille du cirque. Oui, je crois qu'on essaye de rendre aux gens qui nous suivent depuis de nombreuses années, de leur donner encore et toujours plus de cirque et différemment. Et je crois qu'aussi c'était normal de faire cette grande parade sur la place du Palais, sur le rocher, où était né le prince, devant son palais, et pour lui rendre un hommage. Et je sais qu'il était là avec nous ce jour-là. Et les images sont juste magnifiques et le public a répondu présent parce qu'ils aiment ça, ils aiment le cirque, ils aiment les choses un peu différentes. Et c'est vrai que cette année, la place du Palais et le Rocher a été sollicitée avec les commémorations, mais c'est le cœur de Monaco. Voilà, c'est le Palais Princé, c'est le cœur de notre pays et d'où tout part. Et c'était important que les Monégasques et les résidents retrouvent cette force que le rocher et cette unité, et on l'a retrouvée encore une fois autour du cirque. Voilà. Venons-en à l'affiche de cette nouvelle édition du Festival international du cirque. On a vu beaucoup de diversité lors du photocall. Comment résumer la tonalité de ce que l'on va voir sous le chapiteau cette année ? Beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons, du rire, des grosses troupes, parce que le prince Régnier adorait les numéros où la piste était remplie de monde.
Et cette année, on a plus de 200 participants, donc je crois que là, on a rempli ce contrat-là au niveau du nombre d'artistes. Et voilà, des nouveautés, mais de la tradition. Et on a essayé de choisir des numéros voilà, qui auraient plu à mon papa. Et voilà, et c'est toujours plus, et voilà. Et comment aujourd'hui vous entrevoyez l'avenir du cirque? On l'a vu, un signal très positif samedi lors de l'Open Air, mais on sait qu'il y a aussi une polémique autour de la présence des animaux au cirque. Est-ce que vous êtes confiante pour le futur? Confiante moyennement sur l'avenir du cirque traditionnel, parce que malheureusement, c'est des personnes qui sont contre, font énormément de pression, ils font plus de bruit que les gens pour. Malheureusement, on se bat au quotidien pour présenter ici, en tout cas à Monaco, un cirque traditionnel avec animaux dans de bonnes conditions. Et quand on peut voir les anciennes interviews du prince Régnier, il était déjà pionnier à son époque et était très conscient du bien-être animal au cirque et même aux zoos. Et donc je continue dans cette voie et toutes les polémiques qu'il y a autour des animaux au cirque, je suis la première à défendre le bien-être animal, on le sait avec Baby et Népal, je ne peux pas faire mieux que prouver ça. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, je pense qu'il faut vraiment analyser les choses cas par cas, il n'y a pas que du mauvais partout. Et voilà, et je me battrai jusqu'au bout pour le cirque traditionnel. Le cirque a commencé avec les animaux et il faut qu'il continue avec des animaux. Voilà. Un ultime message en conclusion, Altesse, pour les spectateurs qui vont venir sous le chapiteau de Fontvieille à partir de demain vendredi? Accrochez-vous à votre siège, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, il y a plein de surprises, plein d'émotions, plein de belles choses. Et juste, il faut venir voir, quoi. C'est tout. Et persuadé que les spectateurs seront nombreux pour découvrir cette 46e édition. Merci Altesse. Et on le disait au début de cet entretien, c'est avec le Festival international du cirque de Monte-Carlo que se clôture l'année de commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. L'orchestre philharmonique a voulu lui rendre un dernier hommage avec un concert associant ses deux passions, le cirque et la musique. Le reportage de José Sacré et Arnaud Humbert. Camille Gottlieb et Louis Ducruet ont assisté avec de nombreux jeunes enfants, accompagnés de leurs parents, à une fête du cirque proposée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans le cadre des commémorations du centenaire Régnier III et du 50e anniversaire de la création par le prince Régnier du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Il y a bien longtemps, dans un pays merveilleux, vivait un prince avec un rêve. Il rêvait d'un pays où les princesses donneraient des bains de mer à de nobles éléphants. Sur des images projetées sur grand écran et réalisées en direct par l'artiste sur sable Marina Sosnina, Johan Montpart, auteur et comédien, a raconté l'une des plus belles aventures de cirque au monde. En fait, on est allé dans les annales du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et puis, on a récupéré tout un tas d'histoires, comment ça s'était passé, comment ça s'était construit, les difficultés, les avancées, les reports. Et puis, tout d'un coup, comment on est arrivé à cette grande fête en 1974. Et c'était formidable parce que pour moi, ça a été un voyage dans le temps. Des musiciens solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont interprété des musiques de Rota, Schnittke, Chaplin, Khachaturian et Shostakovich, choisies par le trompettiste Samuel Tupin. C'est un travail je dirais pas d'arrangement, mais plutôt de transcription ou d'orchestration. Puisque dans mon travail, j'ai essayé de rester le plus proche possible, fidèle de l'écriture du compositeur. Je trouve que cette histoire est très très belle et elle mérite vraiment d'être racontée le plus possible. La semaine du goût a été lancée en début de semaine en principauté. Une opération à destination des enfants pour réveiller leurs papilles et leur faire découvrir de nouvelles saveurs. Cette 26e édition est rythmée par différents ateliers en cuisine et à table. Nous nous sommes intéressés ce soir à ce que mangent vos enfants à la cantine. Enquête avec Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Toast de chèvre au miel, escalope de volaille sauce forestière accompagné d'un gratin de topinambour, gouda
et Clémentine. Voici le menu de ce jeudi à l'école des Carmes. Un menu particulier puisque la semaine du goût a pour thématique cette année le fromage de chèvre et le topinambour. Certains établissements scolaires ont une cuisine sur place avec un chef. D'autres fonctionnent en repas livrés depuis la cuisine centrale du site de l'Annonciade, comme ici à l'école des Carmes. Les repas sont livrés et ensuite assemblés dans la cuisine de l'école maternelle. La restauration scolaire à Monaco dépend d'un marché passé entre le gouvernement et la SMR. Cette société, elle a pour but, avec sa diététicienne, de confectionner les menus pour les établissements scolaires publics de la Principauté. Et elle va s'appuyer sur un cahier des charges en fait, qui est donc dans ce marché et qui va imposer certaines conditions quant à la conception des repas. À savoir par exemple que les repas contiennent à minima 40% de produits locaux et 40% d'aliments bio à minima. Un plateau, il est composé de 5 éléments. L'entrée, un plat protéique, un féculent ou un légume, un laitage et un dessert accompagné du pain. Ça, c'est la base du repas. Et donc son rôle à la diététicienne, c'est de jongler un petit peu entre l'aspect un petit peu réglementaire et puis l'aspect vraiment équilibré, la fréquence aussi des aliments qui reviennent. Elle élabore les menus 1 mois et demi à l'avance, donc il faut faire en sorte que les élèves mangent équilibré et mangent surtout de tout, puisqu'il y a aussi cet aspect de découverte de certains aliments, comme c'est le cas aujourd'hui avec la journée du goût. On va leur faire découvrir un petit peu de nouvelles saveurs. Toast de chèvre au miel et gratin de topinambour, les avis sont partagés, certains aiment et certains un peu moins. Qu'est-ce que tu es en train de manger là ? Un toast. Et il y a quoi dessus ? Il y a du fromage et de la tomate. Ça te plaît ? Oui. J'aime pas la tomate. Qu'est-ce que tu es en train de manger là ? Un poulet avec un gratin super bon. À l'école des Carmes, le service est fractionné en 3, petites, moyennes et grandes sections de maternelle. Le repas du midi a pour but évidemment de se restaurer, mais pas que. Il y a quand même une fonction éducative à la cantine, au-delà de l'aspect juste je mange, puisqu'on va commencer à aborder des thématiques avec les enfants dès le plus jeune âge, comme par exemple le tri des déchets, la question du gaspillage alimentaire ou encore le fait de consommer des légumes et des fruits de saison. Donc voilà, il y a un vrai rôle et ça commence aussi donc là en maternelle par exemple, comment se tenir à table, comment tenir ses couverts. Voilà. Il y a cette fonction un petit peu éducative et pédagogique au travers de la cantine. Entre les différents établissements de la Principauté, de la maternelle au secondaire, ce sont au total 2500 repas servis quotidiennement. Et comme le rappelait notre invitée Nathalie Rigal, spécialiste en matière de psychologie du goût, l'essentiel est de prendre du plaisir autour d'un moment chaleureux à table. Le Conseil national a présenté ce jeudi matin ses vœux à la presse. La présidente de la Haute Assemblée, Brigitte Boccon-Pagès, entourée de plusieurs élus, a dressé le bilan de l'année écoulée et évoqué les perspectives pour l'année 2024. Je vous propose de l'écouter, elle est au micro de Frédéric Elion. Donc je tenais à vous saluer à l'occasion de ces vœux, pour bien sûr aussi mettre en valeur le travail que vous accomplissez en tant que journaliste dédié à la couverture de l'actualité à Monaco et plus spécifiquement pour ce qui nous concerne à celle de notre Haute Assemblée. Un bilan formidable, tant au niveau des textes législatifs que nous avons votés, mais également pour la préparation de cette année au niveau du budget, aussi bien rectificatif que primitif. Parce qu'au mois d'octobre, c'était, vous l'avez remarqué, un petit peu difficile. Et puis, nous sommes arrivés à un climat totalement apaisé avec le gouvernement. Parce que justement, nous avons pu nous rencontrer. J'y tenais beaucoup. Nous avons pu échanger. Et en ce début d'année 2024, nous avons beaucoup de réunions d'échange qui vont nous rassembler pour justement préparer. Et cela, j'y tiens beaucoup parce que ça va être un moment inédit. Ça ne s'est encore jamais produit. Un budget rectificatif au printemps prochain. Quelles vont être justement les perspectives pour 2024 ? Alors nous avons des axes prioritaires, bien sûr. Nous avons la mobilité, nous avons le logement, nous avons le centre commercial de Fontvieille et nous avons le programme triennal d'équipement. Donc tout cela, nous sommes en train d'échanger avec le gouvernement, nous sommes en train de préparer bien sûr ce budget qui va nous attendre au printemps et qui sera, je vous le confirme, en séance publique d'ailleurs. La Monte-Carlo Société des Bains de Mer a elle aussi réuni la presse pour sa cérémonie de vœux. L'occasion pour le président délégué du groupe, Stéphane Valéry, d'aborder les grandes lignes qui rythmeront cette année. Et l'année a plutôt bien débuté puisque la suite Prince Régnier III et la suite Princesse Grâce de l'Hôtel de Paris ont été distinguées parmi les plus belles suites au monde par 2 magazines américains.
2024 sera également marqué par de nombreux projets comme l'ouverture du restaurant Amazonico, le retour du Moods ou l'arrivée prochaine du cuisine japonaise au Crystal Bar en collaboration avec le chef Yannick Aleno. Cette information pratique à présent, vous le savez, la direction de la Sûreté publique retrouve petit à petit son bâtiment historique rue Suffren-Raymond. L'accueil du public se réalise désormais de nouveau à cette adresse, tout comme l'accueil des résidents et des objets trouvés qui, eux, seront accessibles à partir du mardi 23 janvier. Depuis plus de 15 ans, Peace and Sport promeut la paix par le sport. Le message que véhicule l'organisation monégasque depuis plusieurs années est plus que jamais d'actualité. Elle a présenté ce jeudi le bilan de ses actions en 2023 et dévoilé ses projets pour 2024, année olympique. Plus de détails dans ce reportage de Yannick Debever et Clélia Renaud. En présence, entre autres, du ministre d'État Pierre Dartout et de la secrétaire générale du comité olympique monégasque Yvette Lambin-Berty, l'organisation monégasque Peace and Sport a présenté ses vœux pour 2024, l'occasion de revenir sur une année riche en actions déployées sur 4 continents et notamment le 10e anniversaire de l'opération Wildcard. C'était un grand succès puisque 10 ans de carton blanc, 897 millions de personnes touchées en 10 ans, je crois que c'est pas mal. Des programmes de terrain qui passent à des échelles nationales maintenant. Un forum labellisé en Arabie Saoudite qu'on a pu exporter. C'est la première fois à ce niveau. Donc je crois que c'est un grand résultat. On attend avec impatience maintenant l'année 2024 qui vient de commencer. 2024 est une année charnière pour Peace and Sport avec les Jeux Olympiques de Paris, la manifestation sportive la plus populaire du monde. Grâce à sa notoriété grandissante, l'organisation monégasque compte bien jouer un grand rôle dans cet événement. C'est une occasion unique maintenant pour donner encore plus de force à la voix des athlètes, pas simplement pour parler de leur performance, de leur excellence, mais pour passer des messages à la jeunesse et pour les former un petit peu mieux à utiliser leur notoriété. Alors on le fera dans le cadre du village olympique, on le fera dans le cadre de la Maison des Olympiens par des partenariats, on le fera avec des événements Peace and Sport qui sont positifs, toute la jeunesse du monde. Donc les Jeux Olympiques, c'est le rassemblement mondial de l'excellence du sport. Faisons en sorte que ça soit le rassemblement mondial aussi, quelque part, du message de la paix par le sport à travers les athlètes. Au fil des années, Peace and Sport continue de s'étendre à travers le monde avec cette idée claire et chère au prince Albert II, faire du sport un acteur majeur de la paix dans le monde. On l'a appris aujourd'hui, l'AS Monaco Basket a décidé de réintégrer Eli Okobo dans son effectif. L'arrière monégasque avait été suspendu le 6 janvier dernier après le match face à Olympiakos. Cette décision intervient alors que la Roca Team se prépare à recevoir le Real Madrid, un impressionnant leader de cette saison européenne avec seulement 2 défaites en 21 rencontres. De leur côté, les hommes de Sacha Obradovic sont 8e, en retard sur leur objectif. Monaco va donc devoir réaliser un grand match vendredi soir à Gaston Médecin. Jordan Lloyd et Peter Corneli se sont livrés au micro de Monaco Info. Having him back obviously is huge. We missed him. I think he had some really good time to reflect, and he's talked to the team just privately, and we're really happy to have him back, obviously, and having him in practice and everything, and obviously the game tomorrow. So we need everyone. We need him. Obviously, he's one of our main pieces. So I'm excited to be able to play with him tomorrow. On sait que chaque match est important, et là, c'est une grosse équipe qui arrive. Donc c'est vrai qu'à l'aller, on était vraiment passé complètement au travers de ce match-là et qu'on a vraiment envie de se rattraper par rapport à ça. En plus là, on est dans une situation au niveau du classement, comme tu dis, qui est un peu compliquée, on va dire. Donc voilà, ça serait vraiment bien de prendre ce match pour se remettre dans la première partie du classement vraiment un peu plus en place et pouvoir aller regarder un peu plus haut, quoi. It's a great time to make a statement. It's a great time to show Europe that we're still serious and that we're back. Not that we went anywhere, but just having everybody together, I think most importantly for our team will be great. Monaco-Madrid, c'est donc ce vendredi à 20h à la salle Gaston Médecin, un match qui affiche déjà complet. En football, l'AS Monaco se déplace samedi à Rodez pour les 16e de finale de la Coupe de France. Avant cela, Youssouf Fofana a partagé un moment avec les enfants à l'occasion du Kids Tour à Menton. Le mauvais temps n'aura pas gâché la fête. Plus de 200 jeunes supporters avaient répondu présents et sont tous repartis avec un souvenir de l'international français, de quoi aussi faire le plein d'encouragement avant ce déplacement dans l'Aveyron.
Il est temps à présent de recevoir notre seconde invitée. Isabelle River est journaliste spécialiste de l'histoire des familles royales. Avec elle, nous allons revenir sur cette actualité qui a marqué l'histoire du Danemark. La reine Margrethe II a décidé de renoncer au trône après 52 ans de règne. C'est son fils Frédéric qui a pris sa succession. L'événement a permis de mettre en lumière cette monarchie extrêmement populaire et pourtant moins médiatisée. Bonsoir Isabelle River. Bonsoir Émilie. Merci d'être notre invitée ce soir sur Monaco Info. Avant d'aborder l'actualité qui nous intéresse, l'abdication de la reine du Danemark, Margrethe, un mot sur les dernières informations qui nous sont parvenues de Kensington, l'hospitalisation prochaine du roi Charles III, mais aussi celle de la princesse de Galles, Kate Middleton. Quelles sont les dernières nouvelles ? Alors hier, à 1h30 d'intervalle, il y a effectivement eu 2 communiqués, l'un du palais de Kensington. Nous informons que la princesse de Galles avait subi une opération chirurgicale à l'abdomen le 16 janvier. La princesse restera hospitalisée entre 10 et 14 jours. Elle entamera ensuite une période de convalescence qui ne devrait pas se terminer avant Pâques, c'est-à-dire qu'on ne va sans doute pas la revoir en public avant 2 ou 3 mois. Et le second communiqué, lui, émanait du palais de Buckingham. Le roi Charles III va subir une intervention de la prostate, une intervention bénigne qui ne devrait pas l'éloigner plus de quelques jours de ses activités officielles. Mais voilà, il y a eu ces 2 communiqués hier après-midi, coup sur coup, et tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est leur souhaiter à l'un et à l'autre un prompt et complet rétablissement. Et on comprend aussi que peu d'informations filtrent à ce sujet sensible. L'autre actualité, Isabelle River, pour laquelle on vous reçoit ce soir sur notre antenne, c'est l'abdication de la reine Margrethe II, une annonce faite lors de son traditionnel discours du Nouvel An. Elle a véritablement créé la surprise. Oui, alors elle a créé la surprise parce que c'est vrai que la reine Margrethe II avait la passion de son métier et surtout, elle avait passé le plus clair de sa vie et ses 52 années de règne à répéter que jamais elle n'abdiquerait qu'un roi, qu'une reine est roi ou reine à vie. Elle avait même employé cette expression, une reine est prisonnière de son métier. Et c'est vrai donc que cette abdication, l'annonce de cette abdication le 31 décembre au soir a pris les Danois et le reste du monde par surprise. La reine, en fait, passé le choc et la surprise, les Danois ont compris la décision de leur reine qui avait subi une assez lourde opération du dos l'an dernier et qui a d'ailleurs dit que voilà, les problèmes de santé qu'elle avait connus dernièrement l'avaient incité à réfléchir et à vouloir maintenant passer le flambeau à son héritier, qui est alors le prince Frédéric, le nouveau Frédéric X, qui a 55 ans et qui est un héritier plus que prêt. Margrethe II était la dernière souveraine régnante au monde, hein ? Depuis la disparition d'Élisabeth II en septembre 2022, elle était effectivement la dernière souveraine régnante au monde. Alors, Margrethe II, c'était un peu les Danois l'appellent avec affection le dernier monstre sacré des monarchies européennes. Et c'est vrai, c'est une femme avec beaucoup de charisme, une forte personnalité, une reine qui avait la passion de son métier sans pourtant lui être totalement soumise, puisque en parallèle de ce métier de reine, elle a exercé pendant plus d'un demi-siècle le métier de créatrice de costumes et de scénographe pour quelques-uns des plus grands théâtres du royaume de Danemark, qui avait réussi à installer en fait le Danemark dans tous les esprits pendant plus d'un demi-siècle. Et il faut mettre à son crédit l'extraordinaire popularité de la monarchie danoise aujourd'hui, popularité dont bénéficie son fils, le nouveau Frédéric X, depuis son accession au trône, puisque lorsque Margrethe II avait accédé au trône, lorsqu'elle avait succédé à son père, le roi Frédéric IX, seulement la moitié des Danois se disaient monarchistes. Ils sont aujourd'hui plus de 80% à se dire en faveur de l'institution monarchique. Vous l'avez dit, son fils donc a pris sa succession. Qui est-il ? Alors, le nouveau Frédéric X est un roi qui, lorsqu'il était jeune, souffrait sans doute d'un déficit d'image. Donc, il faut attendre le milieu lorsqu'il a à peu près 25 ans pour qu'il endosse pleinement en fait le costume de prince héritier, qu'il accepte les responsabilités qui l'attendent. À l'époque, il effectue son service militaire dans les 3 armes. Il intègre le régiment d'élite des nageurs de combat de l'armée danoise, ce qui va lui attirer non seulement l'affection, mais aussi le respect, l'estime de ses
de ses compatriotes. C'est un prince qui est diplômé de sciences politiques de l'université d'Aarhus, qui a fait des études en France, à Harvard. Et c'est un prince qui a su se rendre immensément populaire par les engagements qui sont les siens depuis de nombreuses années, notamment en faveur du climat, une cause qui le passionne. Il a été, pendant toutes les années où il a été prince héritier, un représentant infatigable du Danemark, de cette cause climatique qu'il défend. Et puis, il y a eu ce mariage magnifique en 2004 avec cette jeune Australienne, Marie Donaldson, qui est aujourd'hui, elle aussi, une reine immensément populaire et un atout formidable pour le règne de Frédéric X. Merci infiniment Isabelle River. On précise que vous avez lancé depuis quelques mois une newsletter. Marguerite, c'est un mini-magazine en ligne, c'est ça, hein? Voilà, c'est une infolettre conçue comme un mini-magazine qui est mensuel, gratuite, et qui est là pour raconter la royauté un peu différemment. Nous avons d'excellents retours jusqu'ici, et le dernier numéro en date de Marguerite est justement consacré à la reine Margrethe et à son abdication. Et j'ai appris en lisant cette newsletter que Marguerite était la fleur emblème de la reine du Danemark. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup Isabelle River d'avoir été avec nous pour décrypter cette actualité. Merci. Merci. Il est temps de jeter un coup d'œil à vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric Elion. Quelle est la tendance pour vendredi, Frédéric ? Un temps mitigé, Émilie, avec un ciel voilé la majeure partie de la journée, et quelques belles éclaircies et surtout moins de vent qu'hier avec malgré tout des rafales soufflant à 30 km/h. Les températures seront comprises entre 7 et 13 degrés. Vendredi 19 janvier, ce sera à la Saint-Marius. Merci Frédéric. Et l'on va perdre quelques degrés en regardant les photos qui vont suivre, puisque Stéphane Dana vous emmène ce soir à Paris pour refermer ce journal. La capitale qui s'est habillée de blanc avec les températures hivernales. Paris, où nous irons demain suivre la ministre des Relations extérieures et la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, à l'occasion des vœux au corps diplomatique. Passez une excellente fin de semaine sur Monaco Info. Demain, retrouvez Julia Vial à la présentation de ce JT.